Vous avez des ballonnements, des gaz, des douleurs digestives et pourtant vous mangez bien. C'est assez fréquent. Et vous avez certainement déjà fait le tour des intolérances alimentaires. Vous avez essayé de supprimer le gluten, le lactose, les FODMAP sans vraiment trouver de réponse durable. Et si la piste n'était pas dans votre assiette, mais elle était plutôt dans votre intestin. Si vous écoutez Parlons Digestion depuis plusieurs épisodes, vous savez que vos problèmes digestifs ne sont pas liés uniquement à votre alimentation. Et bien souvent, si vous arrivez ici, c'est que votre alimentation, elle est déjà très correcte, mais que ces ballonnements, ces gaz ou ces douleurs que vous pouvez ressentir sont plutôt dus à une altération du fonctionnement de votre système digestif et à un déséquilibre de votre microbiote. Les deux sont liés de toute façon. Peut-être certaines bactéries se sont multipliées alors qu'elles ne devraient pas. Aujourd'hui, on va parler d'un cas de figure un peu particulier, celui où ces bactéries se sont multipliées au mauvais endroit, en quelque sorte, c'est-à-dire dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, il n'est pas fait pour accueillir beaucoup de bactéries, à l'inverse du côlon, mais il arrive que certaines bactéries qui y vivent normalement en petit nombre se mettent à proliférer pour différentes raisons qu'on va aborder aujourd'hui. On appelle ça le SIBO, S-I-B-O. C'est un phénomène encore un peu méconnu en France dans le domaine des problèmes digestifs. En tout cas, on n'y pense pas systématiquement. Et il est souvent confondu avec le côlon irritable ou avec des intolérances alimentaires. Et pourtant, il touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Pour mettre de la lumière sur tout ça, j'ai invité Rosaria Nittart, qui est naturopathe australienne et spécialiste des troubles digestifs et du SIBO, en l'occurrence. Et c'est auprès d'elle notamment que je me suis formée sur ce sujet du SIBO. Rosaria, bienvenue dans Parlons Digestion. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Eh bien, merci beaucoup, Cécile. Je suis ravie d'être ici avec toi, avec vous tous. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Alors pour te présenter, peut-être pour, apprendre un petit peu qui tu es, ton parcours, puisque tu as un parcours, un peu atypique aussi, hein. Tu t'es, pas formée, ta première formation de base n'était pas en France non plus. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire, qui tu es et puis, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces troubles digestifs? Merci. Eh bien, alors, je me suis formée il y a à peu près une vingtaine d'années déjà en Australie. Je suis partie en Australie, à Sydney et c'est là que j'ai entrepris mes études de naturopathie et nutrition et j'ai bien sûr travaillé pendant longtemps et on sait qu'en naturopathie, le système digestif est quand même à la base, c'est le centre de tout autre problème de santé. Donc, je suis toujours passionnée par les problèmes digestifs et notamment pour le SIBO. Là, ça fait une belle dizaine d'années que j'ai commencé à me former en SIBO. J'étais encore à Sydney et j'ai découvert moi-même le SIBO par hasard, donc avec les grands spécialistes, le docteur Siebecker et le docteur Nirala Jacobi. Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était le SIBO. En fait, on traitait bien sûr l'IBS, donc le syndrome de l'intestin irritable, mais on connaissait pas du tout le SIBO. Et ça m'a ouvert vraiment une grande porte vers un univers inconnu, celui effectivement de l'intestin grêle et de cette prolifération, donc le SIBO, qui peut causer beaucoup de symptômes, beaucoup de problèmes digestifs, très similaires à ce qu'on appelle syndrome de l'intestin irritable. Donc, ta deuxième question, voilà, je suis rentrée en France il y a à peu près 8 ans. Et comme tu disais bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations concernant le SIBO. Et c'est pour ça que je commençais à en parler et petit à petit, j'ai lancé la première formation SIBO en France pour les professionnels aussi de santé. Voilà, super, ouais, un super parcours et c'est vrai qu'il y a 10 ans quand tu t'es formée, en Australie, on n'en parlait pas beaucoup en France, hein. C'est vraiment arrivé il y a à peine quelques années. Ah oui, oui, Et mais même en Australie, je te rassure, mmh. c'était vraiment, les tout débuts. Moi, je suis allée par curiosité, bien sûr, parce qu'en tant que naturopathe et nutritionniste, on essaie de se former tout le temps, mais c'était encore quelque chose de très inconnu, donc on a vu vraiment les débuts de cette condition. Mmh. OK. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'avais envie de te poser une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Quel est l'aliment qui fait partie de ton alimentation aujourd'hui et que tu considères un peu comme ton alicament, donc ton médicament naturel qui t'aide à prendre soin de ta digestion ou à défaut de ta santé, physique ou psychique? Eh bien, merci Cécile, c'est une excellente question, j'adore. Et en fait, ce n'est pas un aliment, mais c'est plusieurs aliments qui font partie d'un groupe d'aliments et ce sont les fibres. Mmh. Et c'est intéressant, que je dise ça parce qu'aujourd'hui on va parler du SIBO, on va parler aussi bien sûr des FODMAPs et donc moi je pense que pour moi et
Ça devrait être pour tous vraiment. La santé digestive et la santé générale, systémique, dépend de ce que nous mangeons. Donc on revient toujours aux bases, n'est-ce pas Cécile? Oui. Et surtout les fibres, parce que les fibres, ce sont en fait, c'est la nourriture pour les bonnes bactéries. Mmh. Donc on va en parler peut-être un peu après, mais pour moi, moi je fais personnellement très attention à inclure différentes sources de fibres et assez, dans ma journée, dans mon alimentation. Donc ça, c'est voilà. Mmh, super. Ouais, les fibres, c'est vraiment, un non négociable. Je disais dans l'introduction que tout ne passe pas par l'assiette et que parfois il y a d'autres problématiques. Donc effectivement, si, pour les personnes qui nous écoutent et qui entendent ça, on va parler des fibres et peut-être dans quel contexte c'est plus indiqué que d'autres. Et en fait, on est tous sur un parcours, on va dire, donc notre système digestif ne ressemble pas et notre microbiote ne ressemble pas à ce qu'il était il y a, heu, 2 semaines ou 3 mois ou 2 ans. Et donc, il faut aussi s'adapter à ça, à l'évolution de notre système digestif. Et on n'est pas tous capables de digérer les mêmes fibres et en même quantité. Absolument, Voilà, il absolument, faut oui. vraiment écouter ça. Mais ça, c'est bien sûr, c'est la base de ce que nous faisons tous les jours, hein, n'est-ce pas? C'est du sur mesure, donc Exactement. et on parlera bien sûr un peu plus, dans quelques minutes. Mais c'est très important, bien sûr, de se connaître, de se respecter et voilà. Mais en tout cas, l'alimentation, c'est, Mmh. la base de la Ouais, bonne santé, oui, digestive et non oui. extra-digestive. Et les fibres, oui, oui, on sait que ça nourrit vraiment les différentes familles de bactéries, donc j'adore ton alicament. Pour, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, du SIBO, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, vulgariser un petit peu ce que c'est, rapidement? Bien sûr, alors le SIBO, donc c'est un acronyme anglais. En anglais, on dit Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et ça veut dire prolifération, pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Alors, pourquoi c'est un problème? L'intestin grêle, déjà, c'est le siège de la digestion et de l'absorption. Donc, c'est vraiment la partie principale de la digestion, hein. Après l'estomac, voilà, on arrive dans l'intestin grêle. Et c'est là que, les aliments, la nourriture que nous mangeons, en fait, est transformée après et que les vitamines sont, absorbées et donc c'est vraiment le siège. Alors, il y a des bactéries qui résident dans l'intestin grêle, mais il y en a très peu. Ça, c'est la base. La plupart des bactéries, on le sait, elles sont dans le côlon, hein, c'est le gros intestin. Alors, à cause de plusieurs facteurs dont on va parler aussi, dans quelques minutes, Heu, ces bactéries commencent à proliférer de façon, vraiment, excessive et là, le fait d'avoir trop de bactéries dans l'intestin grêle, là où normalement il y en a pas beaucoup, cela va causer justement de la fermentation. Ces bactéries, comme le dit le père, du SIBO, le docteur, le professeur Marc Pimentel, ces bactéries s'installent, se prolifèrent et s'installent dans l'intestin grêle et pour elles, c'est comme être dans un restaurant Michelin, 2-3 étoiles, en fait. C'est très, très bon parce que la nourriture que nous mangeons va arriver, fraîchement dans l'intestin grêle et ces bactéries vont se régaler. Donc elles vont, fermenter ce que nous mangeons et surtout les fibres, dans tout ce qui contient des fibres de différentes sortes et après, la fermentation, malheureusement, va causer du gaz. Voilà. Mmh. Donc, le gaz qui va se transformer en symptômes digestifs comme les ballonnements, les irritations, le reflux, des flatulences, des ballonnements qui vont causer aussi, bien sûr, des douleurs, hein, donc de l'inconfort digestif, etc., etc. Il y a plein d'autres symptômes. Mais disons que le symptôme clé du SIBO est vraiment les ballons. Ce sont les ballonnements assez rapidement après avoir mangé. Oui, ça, c'est vraiment un symptôme assez caractéristique, des personnes, qui ont le ventre plutôt plat en début de journée Voilà. et puis qui gonfle au fur et à mesure de la journée, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc les gens souvent se plaignent, de d'un confort digestif, notamment après les repas. Donc parfois, le petit déjeuner passe encore relativement bien Oui. et après, surtout après le déjeuner, donc assez rapidement, les gens commencent à gonfler et souvent c'est vraiment très, ça dérange énormément bien sûr et ça fait mal, c'est inconfortable, donc il faut commencer à déboutonner bien sûr Oui. les vêtements et voilà. Donc et après il y a les gaz aussi, donc les flatulences et cetera. Donc Mmh. c'est vraiment, très, très inconfortable. Mmh. Et
Est-ce que en fait, alors peut-être on peut parler de qu'est-ce qui va dérégler ça? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne va, déclarer, un SIBO ou va, avoir un SIBO alors qu'une autre, n'en aura pas? Oui, alors, il y a plusieurs causes et facteurs de risque, en fait, mais si on commence moi, j'aime bien commencer par la cause principale sous-jacente. Alors, Mmh. pourquoi les bactéries commencent à proliférer là où normalement elles ne devraient pas proliférer? Voilà, donc dans l'intestin grêle. Et la cause principale sous-jacente est simple, c'est un problème de motilité, mettons comme ça, disons plutôt un problème de nettoyage ou de manque de nettoyage dans l'intestin grêle. Alors imaginez l'intestin grêle qui doit être nettoyé, hein, donc surtout pendant les phases, pendant les moments où on ne mange pas. Donc, imaginons comme un lave-vaisselle. On a mangé, on a déjeuné, on met les assiettes, les casseroles sales dans la vaisselle, on met du savon, on ferme et on lance un cycle de nettoyage qui peut être plus ou moins long, mettons 3 heures, 4 heures. Et on n'y touche plus. Alors c'est pareil, l'intestin grêle, donc pendant les phases pendant lesquelles on ne mange pas, il devrait naturellement lancer ce cycle de nettoyage. Et pour tout dire, il y a un prénom bien sûr, il y a un nom, c'est le complexe moteur migrant qui doit s'occuper de cette fonction essentielle. Si le nettoyage ne fonctionne pas bien, donc si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas bien sûr, on va retrouver les casseroles et les assiettes sales et petit à petit, il peut y avoir des germes qui peuvent proliférer. C'est pareil dans l'intestin grêle. Donc, si ce nettoyage, ces phases de nettoyage ne se font pas bien, au fur et à mesure que cela se présente, il y aura, ça c'est là vraiment la porte ouverte pour la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Mmh, OK. Donc ça, c'est vraiment le problème majeur et ça peut, Exactement. Voilà, ça c'est la base si vous voulez, c'est vraiment la cause principale. C'est le manque de mmh, nettoyage, donc on dit, un manque de motilité dans l'intestin grêle. Voilà, c'est mmh, ça la base, la cause sous-jacente. Après, il y a plusieurs, causes, plusieurs facteurs de risque qui peuvent affecter cette motilité, donc ce nettoyage, ce bon nettoyage, ce bon fonctionnement. Alors la première chose, c'est une gastroentérite mmh, bactérienne, donc une ou plusieurs et qui peut, au bout de quelques mois, peut affecter la motilité. Donc la motilité de l'intestin grêle, donc le bon nettoyage. Et donc ça, il y a beaucoup de gens, hein, qui font bien sûr des gastroentérites bactériennes. Pas tout le monde, va développer un SIBO, heureusement, mais c'est la cause numéro un vraiment du SIBO. Donc j'invite bien sûr les gens qui nous écoutent, à se poser la question: «Est-ce que les symptômes digestifs ont commencé après peut-être une ou plusieurs gastroentérites. mmh. Donc il y a une nette, relation, hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est la cause principale. À part ça, il y a plein d'autres causes. Il y a par exemple, des médicaments qui, utilisés à long terme, peuvent eux aussi ralentir cette motilité, comme par exemple des antibiotiques ou des inhibiteurs, de pompe à protons, les IPP, les fameux IPP, mais aussi des antidouleurs. Et après, il y a aussi des conditions préexistantes qui peuvent ralentir ça. Donc, par exemple, le diabète, la gastroparésie, l'hypothyroïdie aussi, l'hypochloridrie, donc avoir un manque d'acide, donc pour bien digérer, mais aussi d'autres maladies, même la maladie de Lyme, ou même les problèmes dus aux mycotoxines. Quoi d'autre? Des maladies génétiques, comme une maladie, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui affecte le collagène, donc la bonne motilité. Des problèmes structurels dans l'intestin grêle aussi, des chirurgies, par exemple, l'ablation de la vésicule biliaire aussi, ça c'est une contribution au développement du SIBO et on a d'autres toute situation et toute condition préexistante qui peut ralentir cette motilité. Par exemple, la maladie de Parkinson. Mmh. Oui. Voilà, ou même, plus en bas, l'endométriose, hein. Il y a aussi une grande connexion avec l'endométriose. Donc, et ça, c'est juste pour en mentionner quelques-unes, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de conditions qui peuvent être liées au SIBO et bien sûr, il faut pas oublier le stress parce que le stress est très important. Ça va vraiment ralentir Mmh. la digestion et ralentir le bon fonctionnement du complexe moteur migrant, donc de ce système de nettoyage. Oui, exactement et j'allais,
effectivement, tu as mentionné le stress parce que ça, c'est une, situation qui est assez fréquente et aussi, je crois, finalement, quand on se retrouve à manger très fréquemment, hein, c'est ça, si on Ah oui, grignote oui, tout le le temps. grignotage, justement, Mmh. le grignotage continu, va arrêter ce système, en fait, parce qu'en fait, il n'y aura pas de pause, et donc il faudrait au moins s'arrêter de manger pendant minimum 4 heures, hein, voire plus et donc effectivement, c'est une très mauvaise habitude. Mmh. OK, oui, donc finalement, les profils de personnes qui peuvent être concernées, c'est, toutes ces personnes qui rencontrent ces problématiques, hein, que tu as évoquées. Il y a pas de il y a pas de profil, plus prédisposé qu'un autre, hein? Mais que Cécile, moi bien sûr dans ma clinique, dans ma carrière, en fait, je vois beaucoup, beaucoup de monde et j'avoue que les gens qui ont un SIBO, bon, à part tous ces facteurs, il y a les gens qui ont eu peut-être des problèmes digestifs avant, qui étaient pas Mmh. complètement, qui n'avaient pas, par exemple, un transit très régulier, qui avaient tendance à la constipation, par exemple. Moi, je dirais un SIBO, oui, bien sûr, ça peut être, une gastroentérite, heu, très, très importante, mais souvent, il y a quand même des facteurs précurseurs, en Mmh. fait. Il y a quelque chose avant. Moi, je pense, franchement, il y a quelque chose qui va pas déjà dans le système digestif, même si, la personne ne le savait pas. Mmh. Ils Oui. disent bien des côlons, voilà il y a sûrement des choses qui sont des signes précurseurs et comme tu disais, des antécédents, des profils typiques. Les gens qui, par exemple, disent, «Déjà tout petit, je n'étais pas bien, je digérais pas bien, j'étais intolérante à ceci», Mmh. voilà, oui, Oui, je pense que finalement, c'est tu seras pas d'accord avec moi, ouais. parfois les personnes enfin moi je constate ça aussi je constate ça en séance, c'est que les personnes arrivent en disant: «Bah, je sais pas, du jour au lendemain, c'est apparu», mais en fait, en creusant, on se rend compte que Voilà. c'est des personnes qui avaient déjà des déséquilibres, mais assez légers auxquels elles prêtaient pas vraiment attention. Oui, mais même, un geste anodin comme celui de prendre des antibiotiques, et moi je ne suis pas contre, le fait de prendre des médicaments, mais de temps en temps, si on a besoin, Mmh. il faut les prendre, c'est très bien. Mais parfois, c'est vrai, il y a des gens qui ont été nourris ou qui ont grandi à base d'antibiotiques, quasiment tous les ans. Et bon, là déjà, il y aura un microbiote intestinal du côlon qui sera très appauvri et ben, et qui sait ce qui peut, arriver aussi dans l'intestin grêle, donc sûrement une connexion avec le SIBO. Mmh. Oui, on va en parler, après et donc peut-être les gens qui se disent: «OK, mais en fait, est-ce que j'ai potentiellement un SIBO?» Tout à l'heure, tu as parlé des symptômes avec, vraiment le ventre qui gonfle, donc ce ventre un peu de femme enceinte après manger, on est obligé de déboutonner le pantalon, on gonfle plutôt au fur et à mesure de la journée. Est-ce qu'il y a d'autres, symptômes, qui sont liés au SIBO assez spécifiques? Et d'ailleurs, il existe plusieurs types de SIBO, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les différents types? Et puis Oui? les symptômes qui sont associés, alors soit à chaque type, soit qui sont communs à tous les types? Oui, alors les symptômes qui sont plutôt communs à tous les types, je dirais, plutôt associés au, SIBO. Alors le SIBO, quand on fait, on sait qu'on a un SIBO grâce à l'identification, grâce au test respiratoire. Donc en France, on va tester 2 types de gaz en fait, donc c'est un test, indirect, mais donc on se base sur la présence de 2 types de gaz, donc l'hydrogène et le méthane qui, eux, sont produits, par des bactéries ou des archées, en fait, des Mmh. organismes différents, en fait et qui produisent alors la base des symptômes, donc c'est les ballonnements, les irritations, les flatulences, bien sûr les douleurs, mais après côté transit, donc les gens qui ont plus de présence d'hydrogène vont être plutôt avec des tendances vers la diarrhée. Les gens qui ont plus une présence de méthane, de gaz méthane, vont, plutôt avoir une tendance vers la constipation. Et après, il y a ceux qui ont les 2 types de gaz, donc ils ont l'hydrogène et le méthane et donc du coup, ils vont avoir, une alternance des selles, en fait. Donc ça, c'est la présentation classique, du SIBO. Mauvaise digestion, la digestion lente, la sensation que la digestion n'avance pas, même au bout de 3 heures, 4 heures, on n'a toujours pas digéré. Une sensibilité aussi vers tous les aliments qui sont gras, donc une, difficulté à digérer les graisses, et aussi donc une carence en vitamines, hein, surtout en Mmh. vitamines liposolubles, mais aussi d'autres vitamines
parce que comme je disais avant, la fonction de l'intestin grêle est au ralenti. Donc l'absorption, elle va être, bien sûr affectée et après nous avons un troisième type de SIBO, ça s'appelle le SIBO à hydrogène sulfureux, donc ISO, hein, en anglais et j'ai oublié de dire que Cibométhane, en fait, on l'appelle imon. Ce n'est pas un SIBO dans le sens qu'il n'y a pas des bactéries, mais ce sont des archées, donc ce ne sont pas des bactéries, c'est des organismes unicellulaires qui s'appellent archées, qui produisent le méthane. Voilà. Et alors, nous avons un troisième type de SIBO, le SIBO à hydrogène sulfureux. Et ça, c'est un type de gaz. Donc, l'hydrogène sulfureux, c'est un type de gaz qui est essentiel en petite quantité, mais quand il y en a trop dans l'intestin grêle comme dans le côlon, c'est un gaz hautement pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va augmenter l'inflammation et non seulement l'inflammation digestive, donc digestive dans le système digestif, mais aussi l'inflammation systémique. Donc Mmh. l'hydrogène sulfureux, c'est pour ça que les symptômes vont aller au-delà des symptômes digestifs parce qu'on va retrouver par exemple de la fatigue, du brouillard mental. Ça a été connecté aussi à des infections urinaires à répétition, par exemple des cystites, etc. Mais aussi à une intolérance encore plus augmentée vers certains aliments. Bien sûr, tous les aliments qui sont riches en soufre, par exemple les œufs, les brocolis, les choux-fleurs, les choux, l'ail, l'oignon, qui sont Mmh. aussi, bien sûr, qui font partie aussi de la présentation classique du SIBO. Et quoi d'autre? Oui, donc fatigue, brouillard mental et plus d'intolérance. Donc plus d'intolérance vers, des aliments, donc vers, comme l'histamine et d'autres aliments, les salicylates. Donc c'est encore plus toxique que les autres types de SIBO. Donc et ça, malheureusement, on ne le voit pas dans le test respiratoire SIBO. Voilà. Mmh. Oui, tu parlais de ce test justement, donc est-ce que c'est nécessaire, absolument pour, identifier un SIBO, de faire ce test, respiratoire? Comment ça se passe? Et est-ce qu'on peut le faire, en France, hein? Tu mentionnais qu'on peut faire en France les 2 gaz, hydrogène et méthane. L'hydrogène sulfureux, je crois que c'est pas encore le cas. Dans d'autres pays, ça l'est. Mais est-ce qu'on est obligé de faire ce test et comment ça se passe? Alors, quand on parle du SIBO, on est dans l'intestin grêle. Donc, à aujourd'hui, le seul test indirect qui peut nous faire soupçonner ou peut nous faire diagnostiquer un SIBO est le test respiratoire. Donc, c'est le breath test, donc SIBO, que l'on peut réaliser en France, soit dans des laboratoires de ville, soit on peut le commander aussi sur internet. Donc, il y a différentes façons de s'organiser. Et donc, pourquoi faire le test SIBO? Oui, c'est essentiel de le faire pour avoir une idée de ce qui se passe dans l'intestin grêle. Donc, c'est le Mmh. seul test aujourd'hui, je le répète, qui nous donne une idée de est-ce qu'il y a du méthane, est-ce qu'il y a de l'hydrogène ou pas. Et si on a bien sûr des réponses positives, donc si les tests sont positifs, aussi ça va dicter aussi la durée du traitement et le meilleur traitement. Hein, c'est différent. Le traitement, on verra tout à l'heure, le traitement pour l'hydrogène n'est pas la même chose que le traitement pour le méthane. Donc, il faut savoir qui sont nos ennemis, hein, sinon on peut pas soigner comme il faut. Donc, c'est très important pour nous praticiens d'avoir une idée. Alors maintenant, vous dire que c'est le seul test que je conseille quand je vois une personne qui souffre de problèmes digestifs, non. Moi, je travaille de plus en plus aussi avec le test du microbiote, l'analyse du microbiote. Alors, ça, c'est pour moi, c'est très important. Déjà parce qu'on peut voir le méthane et la présence de méthane et la présence d'hydrogène sulfureux dans le test du microbiote, donc dans le côlon. OK, d'accord, on n'est plus dans l'intestin grêle donc, mais on sait que l'hydrogène sulfureux et le méthane, eux, on peut les voir, dans toute la longueur, si vous voulez, du tractus, digestif. Donc en fait, Heu, je pense que pour avoir vraiment une idée, complète de la présentation de chaque personne, ça serait idéal d'avoir le test SIBO, intestin grêle et l'analyse du microbiote intestinal, donc pour le côlon. Mmh. Oui, juste pour situer, pour ceux qui sont un peu perdus dans dans où est-ce qu'on se situe, on a, dans le système digestif, on a l'estomac et puis ensuite ça part vers l'intestin grêle et ensuite vers le côlon à la fin. Donc c'est dans le côlon où normalement on est censé avoir beaucoup plus de micro-organismes, mais là ça Voilà. on se situe en amont, donc entre l'estomac et le côlon et c'est là que ça pose problème, hein. C'est l'intestin grêle n'est pas fait pour accueillir autant de micro-organismes et autant de gaz.
Voilà, mais Mmh. on sait que bien sûr, si une personne a beaucoup de méthane aussi dans le côlon, bah, naturellement, il y aura de la constipation. Ah ça, c'est la recherche qui l'a montré, donc sur les humains comme sur les animaux, donc et heu et aussi pour, si jamais s'il y a de l'hydrogène sulfureux que nous voyons souvent Mmh. dans les dans nos analyses des microbiotes, l'hydrogène sulfureux, comme je disais avant, c'est un gaz extrêmement toxique si élevé et donc il faut s'en occuper aussi. Donc voilà, nous travaillons, moi et Cécile, nous sommes des adeptes des causes et de la médecine fonctionnelle. Donc en fait, on aime bien, aller un peu plus en détail, bien sûr. Plus on sait, mieux on peut aider, les gens qui nous font confiance. Mmh. Oui et puis c'est assez, un peu tricky comme on dit en anglais. C'est parfois un peu difficile parce que là, on parle du SIBO, voilà, on donne, on se concentre là-dessus, puis on donne les symptômes et cetera. Donc il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans les symptômes et se dire: «Ah mais moi j'ai peut-être un SIBO». Heu, mais c'est des symptômes qui peuvent ressembler à d'autres problèmes digestifs aussi, hein, à d'autres déséquilibres. Je pense la constipation, je vois aussi beaucoup de cas de candidose avec de la constipation, donc c'est Bien pas sûr, forcément des méthanogènes, ça peut être la candidose, bref, donc c'est il pas n'y a pas forcément que le si SIBO. simple. Il n'y Mmh, a pas que le SIBO, il n'y a pas que le SIBO et c'est très important, merci d'en parler, Cécile, parce que oui, aujourd'hui, le SIBO, ça commence à devenir un peu une mode, on en parle de plus en plus mmh, mais ce n'est pas, uniquement le SIBO qui peut causer des problèmes digestifs. Parfois, il y a aussi des intolérances, il y a le candida, bien sûr, il y a le SIFO aussi, il peut y avoir parfois des parasites et ça, c'est encore un mmh, autre, royaume, encore méconnu. Il peut y avoir bien sûr des intolérances, des allergies, il peut y avoir des problèmes inflammatoires qui sont causés par d'autres choses, hein, et il peut y avoir d'autres conditions. Donc effectivement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais le SIBO souvent, si c'est le SIBO, et quand on le traite comme il faut effectivement, bah, les gens, bah, ça change la vie, hein, ça change mmh, la vie en termes de symptômes, en termes de qualité de vie, bien entendu. oui. Est-ce que, toi alors, bon, je pense qu'on a un peu le même biais parce que forcément on attire des personnes qui ont des problèmes digestifs et elles savent qu'elles en ont. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu vois des personnes qui, en fait, n'ont pas de symptômes digestifs a priori ou très peu, elles sont pas handicapées par ça et pour, autant quand tu creuses, tu te rends compte qu'elles ont un SIBO? Donc est-ce qu'on peut avoir un SIBO sans vraiment de manifestations digestives? Mais par contre, ça peut donner, comme tu parlais de l'hydrogène sulfureux qui donne, de l'inflammation, Oui. est-ce que la personne pourrait avoir, je sais pas, des problèmes de peau, des migraines, mais pas vraiment de problèmes digestifs? Tu en vois beaucoup des cas comme ça? Ah oui, oui, ah oui, oui et tout à fait, peut-être pas la majorité des cas, Mmh. mais il y a des cas effectivement où, la personne ne présente pas beaucoup de problèmes digestifs, peut-être un peu, mais pas trop, pas de ballonnement par exemple, peut-être des irritations, mais peut-être le transit il est OK, mais il y a de l'inflammation, il y a des problèmes peut-être plutôt systémiques, comme tu disais, des migraines, des maux de tête, l'endométriose, il peut y avoir Mmh. d'autres choses qui sont présentes. Alors dans ces cas-là, oui, c'est essentiel, bien sûr, éliminer la présence d'un SIBO, donc un breath test, donc un test respiratoire, ça serait quand même intéressant et à côté, il faudrait vraiment faire une analyse microbiote pour voir s'il y a d'autres choses qui sont présentes, d'autres gaz, d'autres bactéries, voilà, pour aller un peu plus en profondeur. Mmh. OK. C'est vrai que j'en vois très peu moi des cas, comme ça de personnes qui ont pas de problème digestif, hein. Elles viennent pas à moi donc j'ai pas ces cas de figure-là. Bah, s'ils Hem, viennent chez nous, oui, effectivement, ils ont des problèmes digestifs, mais comme tu disais, en fait, la présentation pour revenir aux symptômes, c'est très varié, en fait. La présentation, à part les cas vraiment très, de manuel, en fait, donc les mmh, ballonnements, la diarrhée, la constipation, les irritations et cetera. Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas tous les symptômes, mais qui ont peut-être un problème, peut-être un reflux, hein. Un reflux sans avoir, par exemple, présence d'Helicobacter pylori, sans avoir d'autres problèmes gastriques, mais peut avoir, par exemple, que du reflux, des irritations, souvent j'en ai vu et peut-être, côté bas, côté transit, ça va. Donc mmh. oui, effectivement, chacun aura une présentation légèrement différente. Oui et j'imagine que ça dépend aussi de l'ampleur du SIBO. Ah C'est-à-dire oui, que oui, oui. s'il y a beaucoup, beaucoup de pullulation, parce que c'est pas on-off, hein, c'est pas on a le SIBO ou on l'a pas, il y a tout un spectre, on va dire et en fonction de la pullulation, bah, on peut avoir, évidemment beaucoup plus ou moins de symptômes. Ah oui, oui, tout à fait Mmh. et aussi, bah, les bactéries, vu qu'en fait, on va pas identifier,
de façon spécifique. Quelles sont les bactéries? On le sait, on le sait grâce aux études, mais on ne sait pas vraiment qui est là et dans quel nombre. Donc, on n'a pas les détails vraiment précis de quantité et de qualité. Donc, heu, ça dépend de chacun, donc c'est différent. Heu, Moi, j'ai dit à chaque fois: «Un SIBO, c'est un SIBO», donc mon SIBO est différent du tien et Mmh. chacun aura peut-être un ratio, une présence de bactéries qui va être légèrement différente et aussi, donc les bactéries se nourrissent, de fibres différentes, donc et ça aussi, on va toucher bien sûr dans la partie, alimentation qui est Mmh. très importante et c'est pour ça que les gens ont des symptômes différents. Hein, et réagissent à des aliments de façon différente. Mmh. Oui, justement, tout à l'heure, tu parlais de l'hydrogène sulfureux qui, en fait, qui sont des, c'est un SIBO à base de certaines bactéries qui produisent ce gaz et qui se nourrissent de soufre, d'aliments soufrés. Tu citais, les oignons, l'ail, les poireaux, les choux et cetera et est-ce que là, on a forcément, je pense au gaz, en fait, qu'on peut avoir, parfois, on peut avoir des gaz qui sentent le soufre mais pas systématiquement, hein. Ça peut pas forcément être un signe qui nous met sur la piste. Oui, tout à fait, c'est une excellente question Cécile, parce que c'est vrai que quand on parle d'hydrogène sulfureux, on pense au soufre, on pense à justement à la flatulence qui sent, Mmh. l'œuf pourri. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, mais je l'ai pas vu souvent en fait. Ni moi, ni d'ailleurs, nos collègues américaines, et australiennes, c'est quelque chose qu'elles aussi, elles disent: «Mais bon, ça peut arriver». Mais pas tout le temps. Là, encore une Mmh. fois, ça dépend de quelles bactéries, vont réduire effectivement le soufre, donc ça dépend de qui est présent, je crois. Donc Mmh. ce n'est pas un signe vraiment, qu'il faut absolument avoir pour dire: «Ah, je pense avoir l'hydrogène sulfureux», voilà, la prolifération de ça. Oui, c'est pas un signe assez fiable. Ouais, 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 tout Mmh. à fait. OK. Tout à l'heure, tu parlais du test, respiratoire. Est-ce qu'en France, on doit passer alors comment on peut se procurer? Par exemple, quelqu'un qui écoute, est-ce qu'il doit Oui. aller chez son médecin? Est-ce qu'il peut le faire? Voilà, comment on fait? Alors, Quel est le en parcours? France, on peut, oui, on peut aller chez le médecin et demander, donc l'ordonnance pour un test SIBO. Alors, il faut savoir que pas tous les médecins connaissent le test SIBO. Donc il faut trouver un médecin bien sûr, qui vous fasse confiance, hein, donc et pour faire l'ordonnance et donc ça s'appelle le test respiratoire SIBO au lactulose. Parce qu'en fait, il y a différents types de sucres qu'on peut ingérer, qu'il faut ingérer avant donc de commencer, le test. Après la première respiration. En tout cas, celui qu'on conseille, c'est le lactulose, parce que ça va nous donner une lecture, de la présence ou pas de bactéries, donc dans tout, l'intestin grêle. Donc le glucose, il est absorbé assez rapidement, c'est l'autre type de sucre, donc en général, on ne le conseille pas. Donc test respiratoire SIBO au lactulose. Donc vous pouvez avoir l'ordonnance et donc ça, vous avez besoin de l'ordonnance si vous allez dans un laboratoire de ville, donc pour faire le test SIBO. Cela dépend, là où vous êtes. Donc à Marseille, il y a un laboratoire, mais il y en a un peu partout maintenant. À Paris, il y en a à Nice, il y en a un peu partout. Donc il faut juste contrôler qui, le fait. Je crois que Sunlab aussi le font. Donc en fait, il y a beaucoup Mmh. de laboratoires et à la limite, les appeler à l'avance pour dire: «Voilà, est-ce que j'ai besoin de l'ordonnance ou pas? Est-ce que je serai remboursé?» Parce que la partie hydrogène, normalement, est remboursée par la sécurité sociale en France si vous avez l'ordonnance. Donc ça, c'est déjà bien. Mais par contre, si vous n'avez pas médecin qui veut faire l'ordonnance, si vous voulez pas aller le voir et cetera, vous pouvez le faire en payant bien sûr le test SIBO. Alors encore une fois, soit un laboratoire en France et sinon il y a d'autres options. On peut le commander sur internet, hein et on vous envoie le kit. Vous faites la préparation alimentaire au moins 1 jour avant, voire 2 jours si vous êtes très, très constipé, mais en général 1 jour ça suffit et après vous faites le test le matin, donc ça dure 3 heures. Donc il faut rester tranquille pendant 3 heures avec un petit bouquin et faire donc les expirations toutes les 20 minutes, comme préconisé par les laboratoires. On a la possibilité aussi de le commander, même en Allemagne, hein, donc il y a un bon laboratoire en Allemagne. Si vous voulez, après, on pourra partager les Mmh. différentes informations, mais bon, il s'appelle Sibolab, le laboratoire. Voilà, Mmh. donc faites attention, un test SIBO devrait coûter pas plus d'une centaine, 110 €. Il y a d'autres laboratoires, peut-être en France, qui les vendent pour presque 150 €. Non, c'est pas la peine, donc faites attention là où vous commandez votre test SIBO.
OK, merci. Oui, je mettrai le lien éventuellement Voilà. de Cibolab dont tu as parlé pour les personnes qui voudraient, au moins elles sont sûres que c'est un test fiable au lactulose. Après bon, on en parlera, mais évidemment, encore une fois, je le rappelle, ça fait partie d'une prise en charge globale et on comme on disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'isolé, donc faire juste ce test-là sans avoir une lecture de tout ce qui se passe à côté, bon, ça va peut-être pas apporter les résultats, escomptés. Mais merci pour ça en tout cas, et juste, si Voilà. tu veux parler de l'interprétation du test, en sachant qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez accessible, sans partir trop dans un truc trop technique, Oui, mais c'est oui. important, c'est intéressant Alors, de parler de ça. le le test SIBO, ce n'est pas comme lire, les résultats, je sais pas, du cholestérol, Mmh. ou la ferritine, ou est-ce que j'ai assez de vitamine D, hein? Ce n'est pas ça, c'est pas si simple. Il faut l'interpréter. Il faut l'interpréter déjà pour voir comment c'est la courbe, hein, de d'augmentation, et aussi parce qu'il y a des choses qu'en fait, on ne peut pas lire comme ça, noir sur blanc, sur, juste, l'interprétation qui va être, donnée, partagée par le laboratoire. Voilà. Donc il faut effectivement le faire interpréter par quelqu'un de, compétent en SIBO. Donc c'est pas juste, noir et blanc, oui je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, il peut avoir le SIBO mixte, il peut avoir une suspicion éventuellement d'hydrogène sulfureux qu'on ne voit pas dans le test SIBO. Donc, le test SIBO n'est pas un test, comme un bilan sanguin, OK, j'ai assez, j'ai pas assez. Voilà. Mmh. C'est Oui, un peu plus on nous voilà. dit pas sur les résultats oui ou non. Voilà, d'ailleurs souvent les laboratoires, ils disent à chaque fois, à faire, évaluer par votre praticien, voilà. Donc, c'est, ce n'est pas si simple, que ça, mais Mmh. c'est le test, à aujourd'hui que nous avons à disposition. Voilà, Mmh. OK, ouais, super. En tout cas, c'est vraiment l'outil, comme tu disais, de prédilection et de référence, pour voir s'il y a vraiment, ce SIBO ou pas et donc est-ce qu'on doit explorer cette piste-là ou est-ce que c'est autre chose? Comme on disait, il y a plein d'autres, problèmes digestifs qui peuvent ressembler à ça. tout à fait, tout à Mmh. fait. Donc, il faut, si on soupçonne, d'avoir un SIBO, c'est le test à faire. OK et justement, donc si on voit que le test est positif, ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les approches, pour, rééquilibrer un SIBO? Alors, que ce soit, avec, des plantes ou des antimicrobiens naturels, ce qu'on va plutôt utiliser nous de notre côté, ou tu peux mentionner aussi, les autres approches qui sont réservées aux médecins? Oui, bien sûr. Alors après, il y a plein d'approches disponibles, mais même avant de parler d'approche, je voudrais dire que le SIBO, en fait, dans le SIBO, il ne suffit pas de tuer des bactéries. Mmh. Hein, parce que souvent on dit: «Ah, j'ai le cibohydrogène, j'ai le cibométhane, je prends quoi? Je prends, la berbérine, je prends l'origan, je prends, je sais pas, l'ail, et cetera», et en espérant que 1 ou 2 ou 3 antibactériens remettent tout, voilà, en place, en fait. C'est le SIBO n'est pas si simple que ça, hein, donc et ce n'est pas uniquement tuer les bactéries. Donc il faut prendre effectivement, il faut avoir une approche plus globale, en fait, plus globale, et il y aura beaucoup d'inflammation dans le SIBO. Il y aura toute la paroi de l'intestin grêle, qui est inflammée, donc qui est abîmée, donc il faudra réparer tout ça. Il y aura une carence digestive, donc en fait, il y aura une carence d'enzymes, donc il faut s'occuper des enzymes. Donc il y a plein de choses à mettre en place pour que, la personne aille mieux, hein. Donc ce n'est pas, voilà, une pilule magique, même si naturelle, qui va, éliminer et qui va, rétablir, la digestion comme, c'était avant. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment une approche, globale, et que ça soit bien sûr naturel avec, des antibactériens naturels, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, ou que ça soit aussi, allopathique, hein. Souvent, il y a bien sûr des médecins qui utilisent des antibiotiques, mais en tout cas, il faut vraiment avoir cette approche, globale pour, remettre vraiment les choses en place, comme c'était avant que tout cela ne commence. Mmh. Oui, c'est important de le préciser que parce que
c'est vrai qu'on peut avoir cette lecture de se dire: «Ah donc j'ai compris, j'ai un SIBO, ça veut dire que j'ai, certaines mauvaises bactéries qui sont, qui ont proliféré et donc on va évidemment avoir envie de tuer, ces bactéries, de leur tirer dessus et de se dire: "C'est bon, ça va tout résoudre"». Mais comme tu l'expliques bien, c'est plutôt un problème finalement d'écosystème complet qui a été déséquilibré et c'est pas juste en enlevant ces souches-là ou ces espèces-là que ça va, tout résoudre. Absolument, absolument, Cécile. Et aussi, heu, bien sûr, il faut aussi, se poser la question, qui est aussi très importante: pourquoi ces bactéries ont Mmh. proliféré au mauvais endroit de mon système digestif? Donc, et ça, bien sûr, ce n'est pas c'est à nous, praticiens, de vous aider à comprendre cela et d'essayer de vous aider afin que éventuellement les récidives, donc les rechutes, en fait, ne se présentent pas. Parce que, il faut le dire aussi, malheureusement, si on ne fait que tuer, mettons qu'on fait, voilà, 1 mois ou non, 2 semaines de traitement antibiotique ou même 3 semaines ou même 1 mois ou 2 mois de traitement antibiotique naturel, en fait, antibactérien naturel, et après on ne fait plus rien, bah, il y a des grosses chances que le SIBO puisse revenir si on n'a pas identifié et traité Ouais. les causes, sous-jacentes, et ça, c'est un gros problème, en fait. Mmh. Oui, C'est la un gros fameuse question toujours du pourquoi dans l'approche fonctionnelle, c'est toujours se demander: «Pourquoi il y a ce problème? Pourquoi? Pourquoi?» Et alors, pourquoi j'ai un SIBO? Pourquoi, j'ai peut-être un manque d'acidité au niveau de l'estomac comme tu le disais tout à l'heure et qui peut entraîner un SIBO? Pourquoi? 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 Et à chaque fois remonter à la cause. Oui, et la chose aussi encore plus compliquée, c'est que parfois dans le SIBO, ce n'est pas une cause, ça peut être 2 causes, 3 causes, 4 causes, en fait, hein, et Oui. ça peut être plusieurs choses ensemble. Donc, vraiment, c'est vraiment un gros puzzle dont il faut s'occuper, et on peut pas se passer de ça, sinon le SIBO va revenir, Mmh. malheureusement. Oui, justement, c'est un des, un des risques, je dirais, encore plus qu'avec d'autres problématiques digestives, quoique la candidose est assez coriace aussi. Mais, le SIBO, c'est vrai que c'est assez fréquent de voir des cas de rechute. Donc la personne va bien pendant quelque temps et puis ensuite, hop, ça revient. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent? Et dans ce cas-là, quelle est, peut-être l'erreur qui a été faite? Bon, tu as un peu mentionné le fait que on prend des antimicrobiens, mais on résout pas la cause. Donc, peut-être quelles sont les causes sous-jacentes dont on s'occupe pas forcément et qui peuvent, entraîner une rechute? Alors, comme on disait au départ, effectivement, il y a beaucoup de catégories de causes différentes. La gastroentérite, c'est la cause, vraiment clé. Alors la gastroentérite, si c'est un problème donc, chronique, hein, donc, qui peut avoir engendré un problème carrément d'auto-immunité, donc, ça devient vraiment un problème auto-immune et chronique. Alors dans ces cas-là, ouais, encore on peut pas vraiment le tester en France, mais bon, disons que il faudra s'occuper de soutenir ce fameux nettoyage de l'intestin grêle dont on parlait au départ. Donc, la motilité de l'intestin grêle, le complexe moteur migrant, il faudra le soutenir pour le reste de leur vie, en fait. Voilà. OK, ça c'est, Ça, heu, c'est la base, donc, un peu non prendre négociable quand on a eu on un prend SIBO. les fameux, prokinétiques ou procinétiques, en fait, c'est des agents naturels ou pas, qui, soutiennent, le bon nettoyage de l'intestin grêle. Donc ça, c'est très important, des choses comme même le gingembre, par exemple, ou l'artichaut, même la mélatonine. Donc tout ça, c'est des agents qui aident à faire ça. Alors à part ça, on peut aussi conseiller, par exemple, de temps en temps, de faire, un petit, cycle d'antibactériens, si besoin. Les enzymes digestives, sûrement pour le reste de leur vie. Donc il y a en fait des compléments qui vont rester en place pour éviter les récidives. Mmh. Oui, ça, c'est chez les personnes qui, alors peut-être ont cette cause auto-immune, hein, dont tu parlais, c'est-à-dire qu'il y a eu cette gastro-entérite, cette tourista, on est parti en vacances, on a mangé quelque chose de, voilà, qui était, avarié, on a eu cette grosse tourista. Là, ça a déclenché quelque chose d'auto-humain qui est difficile de est-ce qu'on peut l'annuler, on va dire C'est difficile, réconverser, mais c'est difficile, et je pense que le professeur Marc Pimentel, toujours le père du SIBO, est en train peut-être de développer, un médicament, qui pourrait aider à faire, réduire les anticorps, ça s'appelle les anticorps anti-vinculines, en fait. Et sinon, voilà, il faut y aller avec les prokinétiques, les procinétiques, le soutien digestif,
et l'inflammation aussi, donc toujours Mmh. s'occuper de l'inflammation. Hem, voilà, donc ça, c'est Ouais. un type de SIBO. Après, si ce n'est pas un type de SIBO chronique, donc ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, on peut toujours faire, un soutien digestif, bien sûr, et s'occuper après, éventuellement, de passer de l'autre côté, donc dans le côlon et voir un peu, donc faire du soutien pour le système donc du côlon, les bonnes bactéries, le microbiote et après aussi s'occuper des causes. Par exemple, est-ce qu'il y a un problème d'hypothyroïdie? Peut-être, hein, qui n'était pas diagnostiqué? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a les mycotoxines? Est-ce qu'il y a les moisissures? Voilà, quelles sont les autres problématiques? Pourquoi peut-être un manque d'acidité? Donc il faut identifier dans chaque personne la cause ou les causes du SIBO et quand cela est possible, les traiter. Mmh. Oui, c'est ça qui fait partie du travail de détective et qui peut être complexe, suivant les personnes. Ah oui, tout à fait. Mmh. Au niveau alimentation, est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, si on suspecte un SIBO? Alors, merci. Ça, c'est vraiment, peut-être la meilleure question, mais c'est très important, j'adore parler de ça. Il y a beaucoup de malentendus, et de faux mythes, en fait, Mmh. concernant, le fameux régime, pauvre en FODMAPs, le low FODMAPs, que vous avez entendu parler. Pour ceux qui ne sont pas familiers, low FODMAPs, ça veut dire, c'est un régime bas en contenu de différents types de fibres, sucre, hein. Les FODMAPs, c'est différents types de fibres, donc et alors pourquoi les malentendus? Alors ce régime a été créé bien avant qu'on parle du SIBO, donc c'était créé par une université, australienne, Monash University, pour soulager les symptômes de l'intestin irritable. Alors je le redis, donc c'était créé pour soulager les symptômes de l'intestin irritable. Donc ces chercheurs se sont rendus compte que, certaines personnes étaient, pas intolérants, mais étaient sensibles à certains types de fibres. Heu, quand on parlait justement d'intestin irritable, de côlon irritable, on parlait, voilà. Et donc en éliminant pendant une petite période ces types de fibres, les gens se sentaient mieux. Mmh. Et le but, comme vous pouvez le lire vous-même sur le site de Monash Université, est celui de éliminer ces catégories de fibres pendant 1 mois, 2 mois, grand maximum. Au 3e mois, on les réintroduit petit à petit par catégorie pour voir comment ça va. Alors, comme je vous disais, à l'époque, il n'y avait pas le SIBO dans le Raider, hein, on parlait pas de SIBO. Alors après, ce régime a été adapté et utilisé maintenant par tout le monde pour soulager les symptômes du SIBO. Et c'est vrai, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que ces bactéries, comme je vous disais au départ, adorent les fibres, différents types de fibres, mais adorent aussi tout ce qui est, par exemple, du pain, des cracottes, du riz, tout. Donc, non seulement les fibres, vous pensez aux légumes ou aux fruits. Bien sûr aussi, on pense aux céréales, on pense au pain, on pense aux pâtes et produits laitiers, bien sûr. Et donc, ce régime, OK, ça aide, mais ce n'est juste une aide. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas le traitement. Et alors, malheureusement, ce que je vois moi souvent, et ça me fait vraiment mal au cœur, je vois des gens qui sont tombés dans ce régime parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire ou la seule chose qui peut-être leur a été conseillée et en fait, ils sont restés dans un régime low FODMAPs pendant des mois, voire des années. Et ça, c'est vraiment terrible parce qu'en fait, le régime pauvre en FODMAPs n'est pas censé être fait pendant longtemps, donc maximum 3 mois. Et après, il faut réintroduire. Alors, heu, est-ce que je l'utilise, Cécile? Oui, moi je le conseille, quoique souvent les gens viennent chez moi et ils sont déjà, en plein low FODMAPs depuis trop longtemps, mais on peut l'utiliser de façon, sensée pendant une période limitée avec un accompagnement, avec un traitement ad hoc pour, justement, éliminer le SIBO. Donc parce que, je disais, le régime low FODMAPs ne traite pas le SIBO. Il va pas tuer les bactéries. Oui, il va les affamer un peu, d'accord, mais les bactéries seront là. Il Oui. faut les déloger et il faut voilà, donc il faut cette approche holistique. Alors pourquoi le régime pauvre en FODMAPs est tellement mauvais pour la santé? Parce que, nous avons besoin de fibres pour être en bonne santé. Les bactéries du côlon et là on parle de 100 000 milliards de bactéries dans le côlon, donc c'est énorme. Donc ces bactéries du côlon ont besoin de fibres pour
produire, des anti-inflammatoires, hein, pour produire des bonnes acides anti-inflammatoires, pour nous maintenir en bonne santé. Donc on a besoin, de fibres pour ces bactéries du côlon. Donc en fait, heu, on affame le SIBO d'un côté, mais on affame aussi les bonnes bactéries du côlon et donc ça, c'est très, très mauvais pour la santé après. Voilà. Oui, sur le long terme, c'est vraiment problématique et je vois aussi pas mal de personnes qui, alors soit qui ont fait, qui se sont enfermées là-dedans, trop longtemps malheureusement et qui n'arrivent plus à en sortir. Parce qu'ensuite, comme tu dis, en fait, elles ont fait, alors «juste» entre guillemets, le régime sans FODMAP parce que c'est déjà pas rien, c'est déjà assez casse-pied à faire. Donc elles ont suivi ce régime-là, mais comme elles n'ont pas traité la cause, comme on disait tout à Tout l'heure, à bah, dès qu'elles réintroduisent un aliment un peu trop riche en FODMAP, elles vont de nouveau avoir les symptômes, ballonner et cetera et elles arrivent plus à en sortir et ça, comme tu disais, sur, des mois, voire des années, c'est très problématique pour, le microbiote, global. Absolument. Après, l'autre, question, alors le régime low FODMAP, souvent on le donne, comme ça, de façon, sans différence, en fait, que ce soit un cibohydrogène, méthane, ou l'hydrogène sulfureux et ça aussi, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, par exemple, le régime low FODMAP, comme vous le savez sûrement, bon, il y a des protéines, en fait, on se jette, en fait, on augmente les protéines à défaut de pouvoir manger des fruits, des céréales, des légumes, donc on mange pas mal de protéines. Alors, si jamais une personne a un SIBO, en fait, à hydrogène sulfureux, là, ces bactéries-là adorent les protéines et donc voilà, ça peut être vraiment, productif, en fait, pour un vous voyez, il faut savoir, en fait, il faut savoir quelles sont les bactéries présentes pour, aussi, pouvoir vraiment, choisir le meilleur régime pour, chaque personne. Voilà, donc le Mmh. régime c'est low FODMAP, ce n'est pas peut-être le régime adapté à tous et aussi dans un cas de IMO, donc au SIBO-méthane, bah, on peut manger un peu plus de fibres, en fait, donc voilà, tout ça, c'est sûr bien sûr, il faut le faire sur mesure, mais hem, je vais vous raconter, une anecdote. En fait, je me souviens, il y a quelques années déjà, j'ai accompagné une patiente qui ne pouvait rien manger, hein, donc elle était vraiment, terrible. Elle ne mangeait rien, elle avait perdu je sais pas combien de kilos et mais il y avait peut-être à un moment donné, elle a dit: «Ah» elle a recommencé à manger les pommes de terre et donc elle tolérait les pommes de terre, alors que les pommes de terre sont, néfastes en principe et après il y avait une autre qui ne mangeait pas du tout, qui pouvait pas manger les pommes de terre. Donc en fait, il n'y a pas 2 personnes, qui auront des réactions similaires vis-à-vis des, low FODMAP, des FODMAPs en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer, au lieu d'accepter une liste comme, la parole, sacrée. Donc, cette liste, elle est juste une liste qui doit vous donner des indications, mais après il faut essayer sur soi, hein. Donc, Mmh. il faut vraiment adapter les régimes. Oui, donc il y a pas vraiment de d'aliments, hem, à manger ou ne pas manger. Ça va vraiment dépendre du type de déséquilibre qu'on a. Voilà, ça va dépendre de notre microbiote, non seulement du SIBO, mais aussi, après du côlon, hein. Donc, c'est très, très il faut vraiment personnaliser, mais surtout il faut pas avoir peur de manger, hein. Il faut pas tomber dans la peur, dans la phobie de remanger. Parce qu'après, ce n'est pas l'alimentation qui va en tout cas, c'est voilà, c'est une question de rééquilibrage du microbiote, dans l'intestin grêle comme dans le côlon. C'est une question de réduire l'inflammation, d'aider la digestion et après petit à petit, bien sûr, il faut recommencer à manger, assez rapidement. Donc ça, c'est le but, hein, c'est manger. Oui et c'est vrai que je vois beaucoup de cas comme ça, hein, de personnes qui ont très peur et ce que je comprends puisque, l parfois chez certaines personnes, la moindre miette peut déclencher vraiment un inconfort horrible avec un Ouais. ventre vraiment de femme enceinte de 6 mois. Donc je comprends cette peur et malheureusement quand ça s'installe pendant longtemps, c'est compliqué d'en sortir en plus, après. Aussi bien au niveau là, on parlait vraiment au niveau du microbiote, donc de réhabituer nos bactéries à tolérer ces aliments et aussi bien au niveau psychologique aussi, on devient vraiment, phobique de certains aliments. Oui, absolument et ça malheureusement, je le vois assez souvent, même chez des hommes que j'accompagne, et c'est difficile mais on y arrive de l'autre côté
et c'est super quand les gens recommencent à manger, recommencent à mettre du poids, des kilos, donc recommencent à sortir, aller au restaurant, à partir en vacances et à faire la vie qu'ils faisaient avant. Donc ça, c'est Mmh. vraiment, super. Ouais, ça, c'est vraiment les belles victoires ensuite, des personnes qui arrivent à revivre et à faire, ce qui leur plaît. C'est ça qui est vraiment chouette. Hem, qu'en est-il des probiotiques? Puisque tout à l'heure on parlait, en fait, on a dit déjà par principe que le SIBO, c'était une surpopulation de bactéries, donc il y a Oui. déjà trop de bactéries. Les probiotiques, on sait que c'est des bactéries qu'on va, ingérer pour repeupler notre microbiote. Alors, est-ce qu'il y a, des faux pas, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire, vis-à-vis des probiotiques si on suspecte ou on a un SIBO? Alors, il y a 2 choses que je voudrais clarifier. Déjà, l'utilisation générale, des probiotiques n'est plus celle qu'on croyait, il y a quelques années, hein. Donc, on disait, il faut avoir, 10, 20, beaucoup de milliards de probiotiques, il faut tout donner, comme ça c'est mieux, voilà. Donc, ça c'est fini, les nouvelles études. Donc on sait que les probiotiques, on les utilise de façon, spécifique à la personne, à la condition, à la problématique. Donc, les probiotiques, et on sait aussi que les probiotiques ne restent pas en fait. Mmh. On a des bénéfices tant qu'on les prend. Après, ils vont pas vraiment, se réinstaller et remplacer les probiotiques qu'on a perdus peut-être parce qu'on a pris beaucoup d'antibiotiques. Voilà. Donc ça, c'est des vérités de la nouvelle recherche. Dans le SIBO aussi, il y a des faux mythes. Alors on pense qu'il y a déjà, comme tu disais, beaucoup de bactéries dans l'intestin grêle, mais on ne sait pas non plus ce qu'on a dans le côlon. Alors, oui ou non? Alors, je dirais, oui, mais avec des probiotiques ad hoc, hein, que l'on sait qui peuvent aider, donc même aller beaucoup mieux. Il y a par exemple un groupe de probiotiques, qui sont plutôt récents, qui s'appellent les probiotiques spores. Ça, c'est des probiotiques, par exemple, qui traversent l'intestin grêle, donc hop, donc le SIBO, on s'en fout, ça va bien, et qui vont s'insédier, donc ils vont s'installer dans le côlon. Donc les probiotiques spores, encore une fois ad hoc, il faut choisir les bonnes souches, mais ça peut aider dans le cas de la constipation comme dans le cas de la diarrhée aussi, anti-inflammatoire, et cetera. Donc ça, voilà, ça peut aider. Après, par exemple, avec le méthane, on peut utiliser certains probiotiques qui ont été étudiés, même qui réduisent le méthane, hein. Heu, donc en fait, on sait, on y va, mais vraiment en connaissance de cause. Donc moi, je dirais, si on vous donne des probiotiques, comme ça, juste, parce que quelqu'un l'a dit, et cetera. Donc il faut savoir ce que l'on utilise, même, s'il y a des professionnels bien sûr qui nous écoutent. C'est très important aujourd'hui de savoir vraiment spécifiquement quel type de probiotiques ont été étudiés, recherchés, comme quoi ils sont, bénéfiques pour le SIBO, un cas de SIBO, et quel type de SIBO. Donc c'est l'hydrogène, c'est le méthane, c'est l'hydrogène sulfureux. Là aussi, ça va être différent. Après, vu qu'on est dans les probiotiques, je dirais aussi, il y a des prébiotiques. Donc les prébiotiques, ce sont en fait, c'est la nourriture des probiotiques. Donc, quand on vous dit, par exemple: «Ah, tu n'as pas de bifido», vous avez fait par exemple l'analyse du microbiote et vous dit: «Tu as pas de lactobacilles, tu n'as pas de bifido». Alors, pour nourrir, hein, ces bactéries qui parfois sont malheureusement très, très bas, ça sera les prébiotiques. Donc ça, c'est le rôle des prébiotiques. Ce sont en fait c'est la nourriture des probiotiques, et bien sûr les fibres, on revient à la première chose, donc on peut les manger, mais si encore vous êtes dans la phase SIBO de traitement et vous voulez pas trop, bien sûr, vous, augmenter les fibres, on peut utiliser certains probiotiques prébiotiques, et j'en mentionne juste un qui s'appelle la gomme de Guar, partiellement hydrolysée par exemple, qui est très bénéfique dans le cas de IMO, de méthane. Et donc ça, on a des recherches qui montrent elle peut aider à réduire les méthanogènes. Donc, par exemple, ça c'est très bien. Bien sûr, comme dans toute fibre, il faut, commencer, petit à petit, même avec une petite pointe de couteau, et augmenter sur plusieurs jours, voire, même une semaine ou plus. Voilà. Mmh. Donc, probiotiques et prébiotiques, oui ou non? Alors, oui, mais en connaissance de cause. Voilà, donc c'est vraiment spécifique. Oui, on n'utilise plus du tout les probiotiques, pardon, comme, même il y a 5 ans.
Je pense Ah qu'à oui, 5 oui. ans, on n'avait pas du tout toutes ces recherches. Aujourd'hui, on est en train de découvrir à chaque fois des espèces, de Une bactéries. espèce Voilà, utilisée pour ça, une autre espèce utilisée pour ça. Et d'ailleurs, c'est exactement. super parce qu'en fait, les laboratoires, commencent aussi à s'y mettre et souvent on trouve des souches, 1 souche, 2 souches ensemble pour avec une action spécifique. Même en pharmacie, en France, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de très bons probiotiques, que l'on retrouve donc c'est super. Ouais, Mmh. les choses changent comme quoi, Oui. c'est normal. Normal, oui, heureusement, mais ça évolue avec la science et tu disais tout à l'heure, oui, tu parlais des probiotiques à base de sport, ça c'est, donc c'est encore une nouvelle génération qui arrive, qui est assez connue aux États-Unis, mais qui commence à arriver aussi en France et qui, fonctionne un peu différemment. Comme tu disais, en général, ça a tendance à plus, rester, hein, dans le côlon, à plus coloniser ou à rééquilibrer alors que les autres vont Oui, difficilement, oui, oui. rester. Tout à fait, c'est des probiotiques d'ailleurs que j'utilise de plus en plus avec les gens que j'accompagne et je trouve que parmi, tous les autres probiotiques que j'ai pu essayer, c'est les probiotiques en fait qui sont mieux tolérés, et qui font vraiment, du bien, sur, plusieurs niveaux donc ils sont en Mmh. général très bien tolérés. Ouais. OK. Bon super, donc on sait que, bon, il faut voir, mais en tout cas, on c'est pas un big no no comme on dit en anglais, c'est pas il faut pas Non, 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 forcément non. Ah interdire totalement les mais comme probiotiques. absolument et comme tu sais, Cécile, aux États-Unis, il y a même des docteurs, tu connais sûrement le docteur Rousseau, hein, tu connais? Mmh. Oui. Voilà, lui, c'est un grand fan, des probiotiques, hein, donc oui, oui, oui et même, moi, j'échange souvent avec des collègues aussi aux États-Unis et ben, il y en a pas mal qui utilisent vraiment, ce genre de probiotiques pour, vraiment pour traiter le SIBO, quoi, Mmh. donc c'est on revient à la question que tu avais mentionnée un tout petit peu avant. Est-ce que s'il y a des gens qui sont sensibles, et on en voit des gens sensibles, par exemple, aux huiles essentielles ou même à la phyto, qui sont sensibles à tout et qui ne tolèrent rien, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Donc est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire pour les aider? Alors oui, oui, il y a des choses qu'on peut faire, hein, donc déjà pour calmer l'inflammation et par exemple des probiotiques sport, ça pourrait peut-être leur convenir. Bon après il faut voir chaque, personne. Et vu qu'on parle de sensibilité, peut-être on peut aborder, rapidement, si on a encore le temps, un Oui, oui, sujet je t'en qui est prie. très cher à tous, hein, c'est l'histamine. Oui, je t'en prie, vas-y, c'est un sujet intéressant et qui est en lien étroit avec le SIBO. Alors l'histamine, alors déjà, je pense qu'on de façon erronée, parfois on entend le mot intolérance à l'histamine. Alors, on ne peut pas être intolérant à quelque chose qui est produit par notre corps. Donc, clarifions ça. Donc, on n'est pas intolérant. On est sensible à l'histamine, mais surtout, il s'agit d'une surproduction d'histamine et d'un mauvais système de détoxification de l'histamine. Voilà. Donc, il y a trop d'histamine. Et dans le SIBO, pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que dans le SIBO, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'inflammation. Beaucoup d'inflammation digestive qui va altérer la présence d'enzymes digestives le long de l'intestin grêle et parmi ces enzymes, il y a une enzyme qui s'appelle le DAO. Donc c'est une enzyme en fait qui est censée métaboliser, donc digérer, aider la digestion de l'histamine que nous ingérons. Alors, qui dit, moins de DAO déjà, ça veut dire qu'on va moins bien digérer, métaboliser cette histamine dans les aliments, numéro un. Ensuite, la carence de vitamines dont je vous ai parlé au départ, ça peut engendrer une carence de vitamines du groupe B, par exemple la B6, la B12, la B9 et d'autres, cofacteurs bien sûr qui sont essentiels, eux, pour, détoxifier l'histamine en fait intracellulaire dans nos cellules. C'est un autre gène et une autre enzyme qui s'occupe de ça, le gène qu'on appelle HNMT et donc là aussi on peut avoir trop d'histamine centrale qui peut donner aussi des maux de tête et d'autres types de problèmes, de problématiques. Donc ça, c'est le numéro 2. Et à part ça, voilà, donc HNMT, le DAO, la méthylation. Après, il faut contrôler parce que, une chose que je demande souvent et toi aussi Cécile, sûrement tu le fais, est-ce que la personne, vient juste maintenant d'avoir ses problèmes avec l'histamine? Ou est-ce que c'est une personne qui déjà, dans son ses antécédents peut-être avait des problèmes d'allergie, de Mmh. maux de tête,
de problèmes, peut-être de migraines, augmentation de problèmes pendant leur cycle menstruel. Donc, hem, souvent les gens ont déjà une prédisposition à une mauvaise détoxification de l'histamine, hein. Et ça, on le voit, par exemple, il y a un marqueur dans le sang que j'adore faire, c'est l'homocystéine. L'homocystéine, ça va déjà nous donner une belle idée de, où en est la personne par rapport à ça. Après, bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Mais, déjà, donc si la personne a déjà une prédisposition vers des problèmes avec un surplus d'histamine, après, il y a le SIBO qui se rajoute à ça. Donc, alors là, c'est voilà, l'histamine, c'est comme, vous savez, c'est comme un verre, en fait. Un verre qui se remplit, se remplit, se remplit. Donc la détoxification à la fin de la journée, elle est arrivée au bord et après les gens commencent à avoir des problèmes avec l'histamine. Donc, oui, c'est le SIBO, c'est vrai, mais c'est peut-être pas que le SIBO, encore une fois, hein, Mmh. c'est Oui, pas les la 2 seule. sont liés finalement et on peut avoir, un SIBO comme tu le disais, bah, qui génère de l'inflammation, qui affecte, l'absorption des nutriments et du coup, qui peut nous surcharger en histamine parce qu'on va moins bien la détoxifier. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les symptômes un peu d'une surcharge en histamine? En sachant que comme tu viens de le dire, on a tous notre seuil, hein, de tolérance à l'histamine. Certains vont avoir un grand seau et d'autres vont avoir un petit verre à shot. Ça dépend, de Alors, chacun. on commence par les symptômes digestifs parce qu'on est dans le SIBO. Alors, le reflux, très, très, typique de problèmes d'histamine. D'ailleurs, il y a des anti-reflux, des médicaments, que c'est des antihistaminiques, donc ça, on le sait. Les ballonnements aussi, les ballonnements, la diarrhée, par exemple. Donc ballonnement, diarrhée, peut-être maux de ventre. Après, typique de trop d'histamine, bien sûr, c'est les maux de Mmh. tête, migraines, insomnie aussi. Par exemple, le soir, si on mange trop d'histamine, on peut ne pas dormir à cause de, de quelque chose qui est trop riche en histamine. En fait, nous avons des récepteurs à l'histamine un peu partout dans le corps. Il y en a beaucoup dans le système digestif, voilà. Mais bien sûr, dans le cerveau, sur la peau, on peut avoir des problèmes, cutanés. Heu, voilà, donc en fait, il y a énormément de symptômes, système par système. On pourrait faire peut-être un jour un autre podcast sur l'histamine, parce que c'est fascinant mais on entend aussi beaucoup de choses, en fait, hein. Mmh. Et donc un simple test que parfois je propose à mes patients, bah, c'est de prendre, en fait, pendant une semaine des antihistaminiques, en fait, pour voir si quelqu'un de leurs symptômes, genre reflux, même ballonnement, même diarrhée, en fait, pour voir si quelqu'un de leurs symptômes s'améliore. Voilà, c'est un Mmh. test simple à faire. Mais Oui. et bien sûr, après, on peut aider les choses et on a oublié de dire que dans notre microbiote intestinal du côlon, il y a aussi des bactéries qui produisent de l'histamine. Donc ça, c'est un autre facteur, en fait, qui va se rajouter, au SIBO, aux problèmes de génétique, méthylation et cetera. Donc il peut y avoir aussi des bactéries qui produisent beaucoup d'histamine. Mmh. Oui et donc là, quand on se retrouve avec une surpopulation de ces bactéries-là qui produisent de l'histamine, bah, en plus d'avoir, tous les symptômes du SIBO ou en tout cas de trop de ballonnement, trop de gaz et cetera, on digère moins bien, on tolère moins bien les aliments. En plus, on va se retrouver avec les intolérances, enfin les symptômes de trop d'histamine que, voilà, on ne parle pas d'intolérance mais, de trop de surcharge en histamine. Donc là, comme tu disais, voilà, on peut se démanger après les repas, on peut avoir le nez qui coule, on peut Le nez éternuer, qui des coule, oui, symptômes un j'avais peu oublié. allergiques. Oui, bien sûr, oui, oui, le nez qui coule, c'est très, très typique. Le nez qui coule, avec de l'eau, hein, Mmh. donc ça, c'est pas bien sûr un rhume, c'est un problème d'histamine. Aussi devenir, se sentir un peu agité après un repas et même devenir un peu rouge, Oui, avoir des rougeurs, ah oui, oui, oui. bien sûr les symptômes après typiques de l'histamine, comme voilà les allergies par exemple, allergies différents types d'allergies respiratoires, cutanées, et Oui. cetera. Ouais. Oui, on pourrait faire un épisode là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Juste peut-être pour donner, on va dire des pistes déjà concrètes, peut-être sur l'histamine rapidement. Quels sont les aliments qui sont assez chargés en histamine ou qui Ouais. libèrent beaucoup d'histamine? Alors les aliments tout ce qui est fermenté, tout ce qui est vieilli. Donc, par exemple, le thon en boîte, les poissons en boîte, les sardines en boîte, les olives, tout ce qui est vieilli, donc les fromages affinés, hein, le comté, le parmesan, tout ce qui est, affiné, Mmh. la charcuterie affinée, donc vieillie,
Quoi d'autre? Les tomates, l'avocat, les fraises. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'aliments, qui sont riches en histamine, en fait et encore une fois, ce n'est pas une question de tout éliminer parce qu'on ne peut pas le faire, mais c'est une question de, peut-être, faire attention à ne pas manger que des aliments riches en histamine, tout le temps. Voilà. Oui. Le chocolat, j'ai oublié le chocolat, désolée, on est arrivé à Pâques. Oh! Le chocolat et donc faire attention et aussi, se poser la question et dire: «Oh là là, mais est-ce que je suis en train vraiment de manger que des aliments riches en histamine?» Ça peut Oui, arriver parfois, c'est hein? souvent ça le problème finalement, c'est l'accumulation. Encore une fois, on a tous un seuil de tolérance qui est différent et Voilà, donc c'est sûr que si on mange, de la charcuterie en entrée, puis après un plat avec, des crevettes ou des sardines en les boîte tomates sont très riches en histamine, donc voilà, avec une salade manger, de tomates. sauce tomate tous les jours, comme, souvent les enfants adorent la sauce tomate. Bah, c'est peut-être pas le cas ce n'est pas très intéressant de manger ça tous les jours, mais Mmh. et voilà, en fait, la variété, il faut varier, et après prêter attention à ses propres symptômes. Oui, si on voit qu'on commence un petit peu à chauffer, à se Voilà. démanger, à éternuer après le repas, bon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à regarder. Et après, OK. bien sûr, comme dans toute chose, c'est des choses, c'est compliqué parfois, mais il faut se faire accompagner par, quelqu'un de compétent qui ait, cette, vision d'ensemble, qui, comme parce qu'en fait, c'est la santé, c'est un grand puzzle, donc il faut Oui. vraiment regarder chaque, composante, chaque morceau du puzzle et mettre tous ensemble et après dire: «OK, c'est quoi? On commence par quoi?» Oui, c'est ça qui est complexe et justement on arrive vers la fin de l'épisode, mais on a compris que donc ça se joue pas que dans l'assiette. Quand il y a eu ce déséquilibre au niveau du microbiote, bah, c'est compliqué. Alors évidemment, on soutient avec l'alimentation, on peut le faire, hein, comme toujours. L'alimentation, c'est la base et c'est quand même le pilier numéro un. Mais il faut ensuite aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe et c'est souvent moi, ce que je constate, c'est souvent des personnes qui mangent déjà très bien ou voilà, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, mais globalement, elles mangent bien. Mais il y a eu un tel déséquilibre au niveau du microbiote que c'est difficile de remonter la pente et c'est pour ça qu'on fait ce travail de détective et on va voir exactement ce qui se passe et donc on a vu en plus qu'il y avait un lien avec entre le SIBO, l'histamine et cetera. Donc peut-être pour, finir l'épisode, comme on a fait un focus, assez, resserré sur l'intestin grêle, tout à l'heure on parlait aussi de prendre du recul. Quel Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être, je sais pas, un exemple ou ce qui te vient en tête de comment tu vas procéder quand une personne a effectivement ou tu suspectes un SIBO? Tu vas prendre ce recul-là pour regarder vraiment ce qui se passe et quels sont les autres systèmes, quelles sont les autres sphères, qui peuvent être impactées? Hem, En gros, je sais pas si ma question est claire, est-ce que tu peux évoquer peut-être les autres systèmes du corps qui sont, impliqués quand il y a un SIBO? Bah, déjà, quand il y a un SIBO, les gens sont fatigués. Donc il peut y avoir des carences qui, augmentent, la fatigue donc quand il y a un SIBO, il y a des carences aussi qui affectent d'autres, problématiques. On peut avoir par exemple, des problèmes de thyroïde, hein, parce Mmh. qu'on n'a pas bien absorbé les cofacteurs essentiels pour la thyroïde. On peut avoir quand il y a un SIBO, surtout un SIBO à hydrogène sulfureux, on peut avoir par exemple des infections urinaires à répétition et ça, j'en ai des patientes qui avaient ça et maintenant c'est fini. Parce qu'en fait, en traitant le SIBO, on traite non seulement les bactéries SIBO, aussi les bactéries qui sont connectées au système, urinaire et génital. Donc en fait, on traite tout. On peut travailler, sur les douleurs, même les douleurs, voilà, les maux de tête, les migraines, d'une certaine façon. On peut travailler sur c'est rare d'avoir vu des prises de poids, mais il y avait des gens qui, s'ils Mmh. sentaient plus, comment dire? Un peu dégonflés, voilà. En fait, le SIBO est central à plein de conditions et à plein de symptômes. Donc, on commence quand je vois quelqu'un voilà, un nouveau patient qui vient me voir, on commence bien sûr par les système digestif, donc SIBO, microbiote, ensuite petit à petit et voilà et alimentation, après petit à petit, on recommence à manger et inflammation et tout ça donc c'est un travail de patience mais ce n'est je dirais bon, en général, en 6 mois, 6 mois on a bien fait, hein, déjà du bon travail, hein.
même les gens, au bout de 2 mois, commencent à aller, mieux, hein, donc heu et c'est génial, donc c'est un travail, voilà, c'est, à la loupe, mais en même temps, un travail d'ensemble, donc vraiment holistique et une prise en charge holistique. Mmh. Oui, comme tu disais, finalement, on va aussi aller voir ce qui se passe au niveau du côlon et puis à l'extérieur du système digestif et cetera et finalement, c'est super parce qu'en travaillant sur ça, on voit qu'il y a des impacts, sur tout le corps, tous les autres systèmes. Parfois des choses qu'on soupçonnait même pas, la personne se disait pas que ses migraines étaient liées à ses problèmes digestifs, ou ses problèmes hormonaux étaient liés à ça et on voit des Absolument, améliorations. absolument. Ah oui, oui, il y a des grandes lignes, vraiment, qui sont connectées, Mmh. dans tous les sens, en fait. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus, la connexion même, on commence à parler du microbiote buccal, qui a aussi un impact, bien sûr, sur plein d'autres conditions systémiques et chroniques. Donc les bactéries, ils voyagent, hein. Et encore une fois, le système digestif, c'est un long tuyau, en fait, donc et les bactéries voyagent, du haut à bas. J'espère que cet épisode de podcast, Cécile, qui était super, vraiment, je pense que les gens, pourront, traire des informations intéressantes et surtout, moi, je dirais le message, si on veut laisser un message, vraiment le take home message, ça serait de ne pas accepter un diagnostic d'intestin irritable comme étant, un diagnostic à vie, Mmh. que malheureusement parfois on a entendu, hein, donc il faut pas s'arrêter là, en fait. Il y a eu, à chaque fois j'ai dit: «Il y a eu un avant, hein, une vie Oui, où tout allait bien, et après il y a l'après». Donc en fait, vous êtes au milieu, maintenant vous souffrez. Si vous souffrez, il faut pas abandonner, et donc il faut continuer vraiment parce qu'en fait, il y a des choses à faire et c'est possible d'aller mieux, c'est possible de repasser de l'autre côté, et de oui. remanger, de vivre une vie normale. Donc n'acceptez Mmh. pas l'intestin irritable, voilà, Oui, ça nous dit pas exactement le pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière, cette voilà. étiquette-là? Merci pour ce mot de la fin de plein d'espoir et si les gens, veulent, te découvrir un peu plus, savoir, comment tu travailles, ce que tu proposes et cetera, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et te contacter? Bah, merci Cécile. En fait, ils peuvent me contacter donc par email. J'ai un site, bien sûr internet, rosalianitar.com. J'ai aussi une chaîne YouTube, Expert Sibo et je propose aussi des formations pour les professionnels de la santé, et du soin qui souhaitent, en connaître un peu plus et se former un peu plus en Sibo. Voilà. Bon, je mettrai tous les liens, de tes contacts, de tes sites internet, de ton ta formation aussi qui est très chouette que j'ai suivie. Hem, Merci. donc vraiment, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci Bon, merci beaucoup. beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation et puis, j'espère que ça aura donné des pistes, à ceux qui se demandent quels sont leurs problèmes digestifs, pourquoi, quelle est la cause. J'espère que ça aura mis, de l'éclairage sur tout ça. Merci encore Rosaria et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.